podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, j'ai le bonheur immense de recevoir Sylvain Boulet, planétologue à l'Université de Paris-Saclay et martien à mon micro. Bonjour Élodie. Bonjour Sylvain, ça va ? Ça va, très bien, et toi ? Je suis vraiment très contente de t'avoir parce qu'en fait, t'es un des premiers à qui j'ai parlé du podcast. J'ai de la chance. T'as de la chance, mais surtout quand je t'en ai parlé, tu m'as raconté tellement d'anecdotes que je me suis dit, il faut vraiment que je commence mon podcast avec toi, que tu puisses raconter tout ça à tout le monde. Je te propose de commencer d'abord avec la blouse sur le dos et de me raconter un petit peu tes recherches, sur quoi tu travailles. Alors moi je suis, tu l'as dit, planétologue, donc en fait je me caractérise comme étant à la fois géologue et astronome et je m'intéresse vraiment plutôt aux surfaces planétaires. Okay. Donc en premier lieu j'essaie tout simplement de comprendre l'histoire géologique des corps. Et finalement, je me suis principalement concentré sur la planète Mars parce que c'est peut-être la planète avec l'histoire la plus complexe. Mais après, ça m'arrive de travailler aussi bien sur la Lune, sur les astéroïdes, sur les comètes. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis rendu compte que sur tous ces corps, il y avait plein de cratères d'impact. En fait, le résultat de collisions d'astéroïdes. Et du coup, je me suis aussi spécialisé sur les cratères d'impact parce que les cratères d'impact te permettent de raconter un peu vraiment l'histoire des planètes. Et donc, c'est un bon outil pour dater les surfaces, pour pouvoir les explorer. Et donc, du coup, je me suis mis à m'intéresser aux cratères d'impact sur Terre. Et donc voilà, et donc finalement, des cratères d'impact, j'en suis arrivé aussi aux impacteurs, aux météorites, pour comprendre un peu de ce qui se passe de avant l'impact à la collision sur la planète. Parce que il faut bien réaliser que chaque impact, c'est un moment où l'histoire géologique de la planète va être bouleversée. Et donc, pour bien comprendre finalement l'histoire de la planète, il faut comprendre un petit peu tout ça. Super. Et du coup... ça consiste en quoi tes recherches ? Typiquement, une journée type. Alors, qui n'existe pas, je me doute que tu vas me dire. Journée type, ça n'existe pas parce que déjà moi je suis enseignant-chercheur, donc ouais. à la base je fais de l'enseignement, donc j'enseigne aussi bien en licence qu'en master. Je m'occupe aussi du master de géosciences de l'Université Paris-Saclay, donc ça c'est quand même une partie du temps non négligeable, du boulot d'enseignant-chercheur, puisque normalement c'est à peu près la moitié du temps. Ouais, voilà. Et puis après, au niveau recherche, en fait, comme j'essaye vraiment d'être à l'interaction entre la géologie et l'astronomie, une grosse partie de mon travail, c'est déjà de créer des ponts entre les différentes thématiques, parce qu'en fait, quand on parle de géologie, en fait, géologie, ça veut plus rien dire, en fait, c'est les sciences de la Terre. Dans les sciences de la Terre, tu vas mettre la géochimie, la géophysique, du climat, etc. Et donc, en fait, une grosse partie du travail pour comprendre les surfaces planétaires, c'est d'essayer de mixer toutes ces sciences, et donc, il faut aller discuter avec les uns et les autres. Donc, c'est beaucoup d'échanges quand même. Et puis à partir de ça, quand même, quand on veut comprendre une surface planétaire, on va utiliser les données spatiales. Et donc une grosse partie des données que j'utilise, ce sont les données qui sont envoyées par les sondes spatiales, notamment les sondes martiennes. Et donc là, les sondes martiennes nous envoient des données, notamment d'imagerie, de minéralogie, etc. Et ce sont ces données qu'on va analyser pour étudier un sujet précis, pour comprendre l'histoire de l'eau, l'histoire des volcans sur Mars ou sur les autres corps, quoi. Super, mais c'est vraiment très intéressant et je te propose, à partir de maintenant, d'enlever la blouse. Enlevons-la. D'ailleurs, petite question, bonus, la blouse, est-ce que tu as déjà porté une blouse ? Non, j'ai jamais porté de blouse. En fait, la blouse, tu la portes principalement quand tu utilises des produits toxiques et c'est vrai que moi, je suis quand même principalement soit devant mon ordinateur, soit dehors à aller jouer avec les cailloux et j'ai pas besoin de blouse pour jouer avec les cailloux. Effectivement, c'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur, c'est un peu de montrer que en fait, en science, on n'a pas forcément une blouse sur le dos. Il y a certains domaines qui n'ont jamais vu une blouse de leur carrière, notamment toi. Donc je te propose d'enlever quand même cette blouse imaginaire et de nous parler de toi maintenant. Pardon. Et je te propose de parler d'une chose qui est un petit peu entre les deux. Tu me disais, tu pars des fois à la recherche des cratères d'impact. Est-ce que tu as des trucs intéressants à nous raconter sur tes missions de terrain, par exemple ? Non, c'est vrai que
Moi, ce que j'aime bien, c'est évidemment quand même dans le boulot de chercheur, j'adore voyager en fait quelque part. Je pense que inconsciemment, le voyage a fait partie d'une de mes motivations. Et en étant à intervalle entre la géologie et l'astronomie, bah, finalement, je voyage beaucoup parce qu'en géologie, il faut aller sur le terrain et en astronomie, il faut aller dans les observatoires. Et en fait, c'est rarement des endroits dégueux parce que t'as quand même, en fait, tu construis toujours un observatoire dans des beaux endroits et puis quand tu vas sur le terrain, c'est genre en général des endroits désertiques, un peu paumés et donc évidemment avec des paysages incroyables. Et effectivement, lors des missions de terrain, bah forcément, tu vas, bah voilà, notamment pour aller étudier les cratères d'impact. Les cratères d'impact, bah, en général, tu vas dans des pays sympas. Et là, depuis, moi, c'est une histoire, c'est assez marrant. Ça fait, j'ai un espèce de structure d'impact qui est un peu mon fil conducteur et je pense que je vais passer ma carrière dessus. Hein. C'est-à-dire que je suis arrivé par hasard au Tadjikistan. En fait, à côté de mes recherches, moi, je m'occupe d'une association qui s'appelle l'Uranoscope de France, qui a pour but de développer les relations internationales dans les pays en voie de développement. Et un peu par hasard, je suis arrivé au Tadjikistan, qui est un pays d'Asie centrale, un peu paumé. Et donc, je suis allé donner des cours d'astronomie au Tadjikistan. Pour l'Uranoscope, voilà. Et donc, du coup, ils avaient besoin dans cet observatoire un peu de remise à niveau pour utiliser des caméras, etc. Et donc, je suis arrivé au Tadjikistan vraiment par hasard. Donc déjà, c'était quand même pas commun. Je suis arrivé quand même à l'Institut d'astrophysique de Dushanbe, qui était un endroit assez incroyable. Enfin voilà, c'est l'ancienne Union soviétique. Donc tu débarques dans un observatoire où tout est délabré, etc. Mais tu rencontres des gens passionnés qui vivent avec 3 fois rien. Hein. C'est-à-dire que les scientifiques là-bas, voilà, les directeurs de recherche, ils vivent avec 90 € par mois. Donc c'est des gens qui continuent à faire leur science, mais du coup, voilà, ils sont là. Et donc je suis arrivé là-bas par hasard. Et puis en fait, à côté d'une mission, je me suis dit, je vais aller visiter le Pamir. Alors le Pamir, c'est la terminaison ouest de l'Himalaya. D'accord, pas mal. Donc voilà, donc c'est un endroit quand même assez incroyable. Et le Pamir, voilà, donc globalement, c'est à partir de 4000 mètres d'altitude. Okay. Et en fait, en feuilletant un peu la biblio, je me suis rendu compte qu'il y avait une structure qui était considérée comme une structure d'impact. Oh bah dis donc. Voilà, par hasard, tiens. Tu vois. Et c'est une structure qui faisait quand même 50 km d'altitude. Ah, c'est énorme. Et donc, elle est à la frontière entre la Chine et le Kyrgyzstan. Et donc vraiment sur les montagnes du Pamir. Et du coup, je suis parti d'abord en vacances comme ça pour aller voir ce qui se passait là-bas. Et en fait, en faisant la biblio, je me suis rendu compte que personne n'avait publié sur cette structure d'impact. C'est-à-dire qu'il y avait juste des abstracts de conférences et personne n'avait vraiment étudié parce que en fait, tout le monde se demandait ce que c'était cette structure. En fait, si vous regardez sur Google Earth, par exemple, vous zoomez sur le Tadjikistan, eh bien, à la frontière Kyrgyzstan et Chine, vous allez trouver une espèce de trou avec un lac au milieu. Et cette dépression, personne n'a vraiment encore démontré ce que c'était un cratère d'impact. Et tout le monde pense d'ailleurs que c'est lié à la formation de l'Himalaya. Ouais, ça pourrait être autre chose. Ouais, ça pourrait être autre chose, ouais, c'est ça. Ça pourrait être lié directement à la formation de la chaîne de montagne. Okay, et en fait, pour le moment, si vous demandez à tous les géologues, pour eux, c'est lié à la tectonique himalayenne. Okay. Et donc, on y est allé une première fois en 2008 en touriste. Donc, c'est un endroit incroyable. C'est vraiment le plus bel endroit. Et imaginez, hein, vous êtes à 4000 mètres d'altitude, il y a un lac bleu, mais comme la mer en Croatie, quoi. C'est vraiment, ou dans les Bahamas, c'est vraiment une eau bleue turquoise incroyable. Et puis autour, vous avez des montagnes à plus de 6000 mètres d'altitude qui sont les bords de la structure d'impact. Ah ouais, c'est donc des montagnes qui sont là-bas. C'est ça, ouais. D'accord, okay. Donc en fait, normalement, une chaîne de montagnes, voilà, vous voyez dans les Alpes, c'est une succession de vallées, de montagnes, etc. Là, vous êtes dans un trou de 50 km de diamètre, et tout autour, tu as des montagnes enneigées à 6000 mètres d'altitude. Ah, et ça doit être magnifique quand même. Et donc, ouais, quand tu arrives là-bas, c'est absolument incroyable, il n'y a rien, hein, tu es quand même paumé. Alors en plus, la route, quand tu vas de Dushanbe à Karakoul, tu passes par la frontière, par l'Afghanistan, tu vas dans des endroits quand même qui aujourd'hui sont un peu moins fréquentables, donc tu arrives à Karakoul et là tu as ce lac incroyable et c'est juste incroyable. Ils ont une petite maison, ils font un yak avec des patates, tu vois, c'est absolument, j'ai goûté le meilleur ragoût de yak de ma vie là-bas. Et puis voilà, donc on y est allé en 2008. La première année, on était allé avec 2 collègues, juste comme ça, pour voir un peu ce qui se passait. On dormait en tente. Et puis en 2011, ça a motivé une première expédition. Donc là, j'y suis allé avec plusieurs camarades, avec David Baratou, François Collat. Bref, on a été toute une tripotée de chercheurs. Et l'idée, c'était d'essayer de trouver des indices pour montrer que c'était un cratère d'impact, quoi.
Et en fait, bon, il y en a eu plein d'histoires dans cette expédition. Et puis, surtout, l'histoire la plus symbolique là, de la mission de terrain, c'était en 2011. En fait, Ouais. le cratère, donc il y a un lac de 20 km de diamètre, et au milieu, il y a une île. Et donc, On a voulu aller sur l'île. du coup, on a voulu aller sur l'île. Et donc, nous, en fait, là-bas, il n'y a pas il y a pas de bateau, il n'y a rien. Et donc, quand même, on avait réussi à trouver un pauvre bateau pneumatique qui servait à faire du rafting. Et donc, on était 6 dans une embarcation qu'on avait gonflée, qui prenait l'eau, enfin bref. Et donc, on avait 3 kilomètres à la rame pour aller rejoindre l'île, quoi. Donc, le matin, déjà, bon, il fallait ramer, on savait pas ramer, quoi. Enfin, tu vois, donc, on est arrivé sur l'île, et donc, quand même, on était content. Le lac était tout Ça devait clair, être magnifique. nickel, c'était Ouais. magnifique, quoi. Et on est arrivé sur l'île, et en fait, bon, on a fait notre journée de terrain, etc. Et puis vers 15h, il y a le vent qui commençait à monter, tu vois, et puis on s'est dit, bon, il faudrait peut-être retourner là-bas, etc. Et on est arrivé là où on avait mis le bateau, et là, il y avait s'il y avait le bateau, mais il y avait des vagues d'1 mètre, en fait, Mais non. qui soufflaient dans le mauvais sens, quoi. On a mis le bateau à la mer, et là, honnêtement, on reculait, quoi. Et en fait, comme des cons, on n'avait pas prévu de bouffe, on n'avait pas prévu de duvet, on n'avait rien. Et donc, en fait, on était bloqué sur notre île, quoi. On avait un talkie-walkie, mais qui arrivait Qui pas, allait qui était pas assez ouais. loin. Du coup, on a dû attendre, quoi. Et puis, en fait, combien de temps en fait, on s'est fait un abri de fortune sous le bateau. Donc Ouais. là, on était les 6. Il faisait froid en plus, Bah, parce et que on si était c'est à- entouré de montagnes, ouais, on est à il doit 4000 cailler. mètres, quoi. Ouais. En plus, le vent, 4000 mètres. Donc, on s'est mis sous le bateau. On a fait un bateau avec les rames, et puis on s'est tenu chaud pendant et puis on a attendu, quoi, et en fait, le soleil s'est couché, etc. La nuit, il a dû faire un Et froid. en fait, à minuit, on a eu tellement froid. Et en fait, vers minuit, la lune s'est levée. Du coup, le vent s'est calmé. Ah ouais, Et donc, du coup, en fait, tu peux voir. à minuit, on s'est remis, ramer. on s'est remis à ramer. Et voilà. Et donc, du coup, on a retraversé le lac. Et ça, c'était assez incroyable, parce qu'en plus, il fallait nous voir. On ramait nickel, quoi. On était super motivés. Il y avait l'étoile polaire qui nous guidait. Il fallait aller plein nord. On était à fond, quoi. Il y avait même une île sur notre chemin. Et pour éviter, on a accosté sur l'île. Et on a porté le bateau, on l'a traversé, et on est revenu, quoi. Et en fait, on avait nos lampes torches. Tout le monde croyait qu'on avait disparu, en fait. Ils nous cherchaient, ils savaient pas où on était. Vos téléphones marchaient pas en plus, je suppose. Non. Bah non, le téléphone satellite qu'on avait acheté, il marchait pas non plus. Enfin bref, voilà. Et puis du coup, ils nous ont vu quand même nos lampes frontales, et ils nous ont retrouvés, et voilà. Et en fait, on est rentré vers 2h du matin dans la petite maison avec la bouffe de yak, et voilà. Et François Collat avait amené un saucisson avec du calva. Ça a dû être le meilleur moment de votre vie. Quand on est rentré au chaud avec le saucisson et le calva, c'était absolument incroyable. Et tu m'étonnes du coup que quand je te demande si tu as des journées type, il n'y a pas de journée type, surtout sur le terrain. Ouais. C'est ça, en fait, c'est des belles aventures quand même, et je pense que voilà, quand tu pars sur le terrain, mais en fait, c'est la chance que j'ai, je pense, dans mon boulot, c'est de pouvoir allier ces missions de terrain où il arrive toujours quand même quelque chose, et puis ces missions d'observation dans les observatoires. En fait, quand on va au Pic du Midi, au Chili, etc., on a toujours... Du Midi, c'est dans les Pyrénées, c'est ça ? Ouais, c'est ça, le Pic du Midi, à l'observatoire du Pic du Midi, l'observatoire avec le télescope d'1 mètre, c'est un endroit quand même mythique. Ça fait 50 ans que ce télescope il fonctionne, et on a des nuits incroyables. Un jour, moi j'étais en 2010, là, quand j'étais dans mon postdoc, en fait, on avait installé la caméra, une caméra et un télescope pour voir les flashs lunaires, pour voir les impacts à la surface de la Lune. Et du coup, voilà, du coup, mais c'était un 10 décembre, on faisait, je sais pas, il faisait -15, -20, un truc incroyable, quoi, tu vois. Et du coup, on avait installé le matériel, et putain, j'avais ouais, mais je pouvais, je l'ai, quoi. Faire, mais ouais, non. Et donc, du coup, on avait installé, et en fait, je rentrais pour me réchauffer un peu. Et puis un jour, à un moment donné, je suis revenu, et là, il y avait plus d'ordinateur, quoi. En fait, j'avais mis l'ordinateur dans une doudoune, et pour le réchauffer, quoi. Et en fait, le temps que je rentre, il y avait eu une bourrasque, et en fait, la doudoune avait emporté, et j'ai retrouvé l'ordinateur 50 mètres plus loin, parce que voilà, ça s'était envolé, quoi. Il t'arrive toujours des trucs incroyables, c'est ça c'est assez marrant. Ouais, t'as toujours des anecdotes assez folles à raconter. Et moi, ce que je me demande un petit peu, c'est forcément les étoiles, les impacts, tout ça, ça fait un peu rêver, les météorites. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ? Parce que planétologue, t'es parti sur la géologie au départ ? Ouais, alors c'est Qu'est-ce qui s'est passé pour que t'en arrives là ? Est-ce que c'est toujours un sujet sur lequel t'as voulu travailler ?
Ou est-ce que petit à petit, au final... En fait, l'astronomie, bon, moi je suis passionné depuis tout petit, je me revois à l'âge de 8 ans, regarder les livres d'astro, j'ai retrouvé mon maître de l'époque sur Facebook qui m'a rappelé qu'en CM1 j'avais fait un exposé sur les planètes, donc c'est un truc depuis tout petit, et je me revois au collège, au syndicat, comment ça s'appelle, le centre de la bibliothèque là où l'orientation, le CIO, le centre d'éducation et oui, bref, truc comme ça quoi. Et je me revois en fait dans la bibliothèque où il y avait un poster où j'avais regardé la fiche astronome et il y avait les colonnes. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Il y avait une espèce de graphique avec licence, master. Ça faisait et là-haut il y avait le doctorat et il fallait faire un doctorat. Donc je savais qu'au collège, je savais qu'il fallait que je fasse un doctorat pour être astronome. T'as su tôt du coup finalement. Je savais ce que j'avais à faire. Après au lycée, au lycée, je me suis dit ah ouais mais l'université ça a l'air un peu bof quoi. En fait je sais pas, j'avais mon frère qui était à l'université et j'avais l'impression que c'était pas le plus sûr. Du coup je me suis dit en fait à la sortie de mon bac je vais me faire une école d'ingénieur. En fait après je me suis dit je vais fabriquer des télescopes. J'étais toujours dans l'astronomie, mais je me suis dit je vais fabriquer des télescopes. Donc je suis rentré dans une formation d'ingénieur qui s'appelait la nouvelle formation d'ingénieur en optronique à Orsay. C'est comme ça je suis arrivé à Orsay en 2000 grâce à cette formation d'ingénieur. Et du coup j'ai commencé ce truc là et c'était compliqué quoi. Enfin c'était pas. Je me retrouvais à faire de l'optique, de l'électromagnétisme, etc. En fait c'était pas vraiment mon truc. Et je me rappelle quand même, c'était un mois de mai 2001 en fait, j'étais en TP d'optique, j'ai dit allez j'arrête tout, voilà, je casse tout au passage, je lâche. Exactement, et je me rappelle le midi après mon TP d'optique, j'ai dit j'arrête l'école d'ingénieur, je suis allé m'inscrire en agence d'intérim l'après-midi. C'était la première année du coup. C'était la première année, ouais. Et donc je suis allé m'inscrire en agence d'intérim et le lendemain je travaillais chez Castorama et du coup le lendemain j'ai annoncé à mes parents que j'avais arrêté l'école d'ingénieur et que je travaillais chez Castorama. Ils ont dû apprécier. C'était un peu marrant mais en fait après du coup je me suis dit je vais recommencer la fac. Finalement. Et en fait c'est là où je savais pas trop, en fait je savais pas si je voulais faire de la physique, je savais que je voulais faire de l'astro mais en fait quand tu parles d'astro c'est super large en fait. Donc du coup j'ai commencé à me réinscrire en S1G, donc là c'était général tu vois, semestre 1 général où tu faisais des maths, de la physique, de la bio, de la géole, etc. Ah mais ça c'est ce que j'ai fait aussi, c'était sciences de la vie et de la terre, ça pour moi. Et voilà, mais du coup c'était un truc très général et du coup j'ai commencé ça, donc j'ai fait 2 semaines. Non mais en fait j'avais des équivalences avec mon premier truc et du coup j'ai fait 2 semaines et au bout de 2 semaines j'ai reçu un mail qui a un peu changé ma vie, faut l'avouer. En fait j'ai reçu un message de l'Observatoire de Paris qui cherchait quelqu'un pour partir 1 mois au Chili pour aller être opérateur télescope pendant 1 mois au Chili. Et du coup j'ai vu ça, putain j'ai fait en plus j'étais là je fais un truc mais j'ai déjà validé mes UE en fait, etc. Et du coup j'ai candidaté, j'ai demandé à 2-3 collègues astronomes que je connaissais en fait d'avant et qui m'ont recommandé. Et le jour de mon anniversaire, le 9 octobre 2001, j'ai reçu le message de l'Observatoire de Paris, c'est bon, vous avez toutes les compétences pour partir au Chili. Alors c'était marrant parce que pour la petite histoire, c'était marqué que dans la fiche de compétences qu'il fallait que je fasse du Linux, etc., super bien, etc. Moi j'avais dit je sais vachement faire du Linux, mais j'en avais jamais fait de ma vie, quoi. Et du coup, ils m'ont dit, le jour de mon anniversaire, ils m'ont annoncé ça. C'était un beau cadeau. Ah ouais, c'était incroyable. Et du coup, j'ai dit à mes parents, je leur ai dit, je pars, on a rien à foutre. Et puis du coup, je suis allé voir mes responsables d'année. Ils ont accepté de reprendre mes notes de l'année dernière, du premier semestre. Et je suis parti au Chili. Et du coup, au Chili, c'était un rêve de gamin. Ça, franchement, aller en plein désert de l'Atacama, en fait, vivre 1 mois dans un observatoire, ça, c'était assez incroyable. Et du coup, là, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Alain Maury, et qui était un astronome français qui travaillait là-bas. Et alors lui, c'était très rigolo. Il était un peu remonté contre je sais pas, contre les astronomes. Enfin, lui était un ingénieur de recherche à la base. Et puis, en fait, pendant 1 mois,
Et on est allé dans certains observatoires, et puis les astronomes, ils dormaient devant leur télescope, etc. Et là, ils me disaient, ah, tu vois, lui, on n'a rien à foutre du ciel, etc. Et en fait, ça m'a vachement influencé, parce que pendant un mois, j'ai eu l'impression que les astronomes, ils n'avaient rien à faire du ciel. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Oui, non, c'est pas le cas. Mais du coup, je me suis dit, je suis rentré du Chili, j'ai dit, je veux pas être astrophysicien. Okay. Et du coup, je vais faire de la géole. Et comment c'est venu la géole en fait? En fait, je savais que je pouvais faire de la géologie des planètes en fait. Du coup, voilà, c'était soit je devenais observateur astronome en fait qui étudiait les galaxies ou trucs un peu plus physiques, ou alors un truc un peu plus naturaliste et du coup je faisais de la géologie des planètes. Et du coup, je me suis inscrit en géologie au retour du Chili et voilà, j'ai commencé par faire de la géole. J'ai fait un doc de géole et en fait, c'est rigolo parce que j'ai toujours eu tendance à me dire je vais faire autre chose que ce que je veux faire en fait. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire un doctorat d'astrophysique, mais j'ai pas fait un master d'astrophysique. Mais pourquoi du coup? En fait, je me suis toujours dit quand même que l'astronomie c'était tout. À bout d'un moment quand même, parce que moi j'ai grandi en Seine-et-Marne, et en Seine-et-Marne, donc dès l'âge de 12 ans, je suis rentré dans un petit observatoire qui s'appelle l'Uranoscope de l'Île-de-France. Et du coup, dans cet observatoire, j'ai passé tous mes vendredis, samedis, toutes mes nuits en passionné, fait. Quoi. Et donc ça pendant toute mon adolescence. Et j'ai eu la chance tous les mois de rencontrer des astronomes, etc. Et du coup de leur parler, etc. Et puis du coup, bon, quand même, j'avais bien compris que c'était possible de devenir astronome, mais que c'était compliqué, quoi, tu vois. Et donc du coup, j'avais compris que faire des études d'astrophysique menait à l'astrophysique. Et du coup, je m'étais dit, mais je vais peut-être faire autre chose pour comme ça, après, si je peux revenir, c'est un risque. Hein, c'est risqué quand même. C'est risqué, mais quand même, c'est un message quand même intéressant, c'est quand même qu'à la fac, en fait, tu peux faire quand même, il y a pas mal de chemins. T'es pas obligé d'avoir un chemin tout droit. Non, c'est pas un chemin tout droit, quoi. Non. Donc j'ai fait un doc de sciences de la Terre, ensuite j'ai fait un magistère de géophysique plutôt. Et en fait, pendant ce magistère, j'ai fait plutôt de la sismologie et de la géophysique. Ok. Géophysique, c'est quoi en fait? Et géophysique, c'est vraiment la sismologie, l'étude, comprendre la structure interne de la planète Terre, etc. Donc plutôt, voilà, vraiment plutôt concentré sur la planète Terre, mais vraiment plutôt le côté interne en fait. Et donc là, ça a été super, ça a été des années incroyables. J'ai eu la chance de partir 6 mois en Nouvelle-Zélande, où pareil, il y a eu plein d'aventures. Et ça, c'était. Mais ouais, mais je pense que c'est ça qui m'a toujours motivé. J'ai rencontré plein de gens super intéressants. Et en fait, après, lors de mon M2, en fait, je suis parti à Grenoble. Et à Grenoble, là, j'étais faire vraiment de la sismo-tectonique, en fait. Donc vraiment étudier les tremblements de terre et les failles, quoi. Donc en magistère, du coup. En fait, le magistère, c'était la licence et plus le M1, le M2. Et en M2, j'ai fait vraiment mon master, en fait, en sismo, géophysique. Et rien à encore avec la planéto, sauf pendant mon master, j'avais pris deux options extérieures de planétologie à l'université d'Orsay. Et du coup, en fait, à Grenoble, j'aurais eu la chance de faire une thèse en sismologie. Et en fait, j'ai un de mes anciens professeurs de mes options qui m'a contacté pour savoir si je voulais faire une thèse en planétologie. Et donc là, la boucle était bouclée. Voilà, je suis revenu en planéto. Et du coup, j'ai commencé ma thèse en planéto. Et donc du coup, voilà, donc après j'ai passé mes 3 ans à l'université d'Orsay à travailler sur Mars. C'est cool quand même. Et ça a été cool, ça a été cool parce que du coup, voilà, j'ai eu la liberté aussi de faire pas mal de choses à côté. C'est vrai que sans longtemps en thèse, on se dit il faut travailler à fond sur le sujet, etc. Et je sais pas, j'ai toujours eu l'idée que c'est évidemment il fallait se concentrer sur un sujet, mais qu'on pouvait faire autre chose à côté. Et c'est là où moi j'ai commencé à organiser des écoles dans les pays au Maroc. On a le Caracoule, c'était pendant ma thèse, à écrire des livres. C'est parfait, tu vois. Tu fais les transitions à ma place. J'allais dire, tu fais beaucoup de choses autour pour parler de science. Ouais, mais en fait... T'as toujours fait ça, en fait. Hein. Je pense que, voilà, alors après, c'est vraiment personnel, c'est-à-dire que moi, j'ai ce besoin de faire vraiment des choses différentes. Je comprends les chercheurs qui font que de la recherche, etc. Moi, j'ai besoin de faire de la recherche et de savoir pourquoi je fais de la recherche. C'est-à-dire que, voilà, je vais me concentrer sur
sur Mars, etc. Mais j'ai besoin après de raconter ce que je fais, de raconter pourquoi on fait ça, l'environnement, etc. Et donc c'est vrai que il y a moi j'ai l'impression que la recherche elle est importante si quand même elle fait évoluer les mentalités etc. Et donc faire de la recherche dans son coin au final et avoir ses résultats, mais les communiquer à personne à part d'autres scientifiques et continuer à avoir plus de résultats, c'est vrai que ça n'a pas forcément de sens. C'est ça. Moi c'est pareil, j'étais comme toi. Ouais. Et ça fait du bien de parler. En plus toi tu bosses sur un truc qui vend du rêve totalement, donc c'est vrai que en plus de ça. Puis c'est vrai que de manière générale, moi je trouve qu'aujourd'hui on est encore dans un monde où très peu de gens se rendent compte d'où on habite, ce que c'est la planète Terre, l'environnement. Et en fait, il y a un tel travail, surtout aujourd'hui avec tout ce qui existe sur la vision du monde, etc. Il y a un vrai travail de communication, et en fait d'essayer de toucher le maximum de personnes pour parler d'astro, des étoiles, des planètes, etc. Oui, parce que toi, quand tu parles d'astro, tu parles pas que d'espace, tu parles aussi de ce qui s'est passé. C'est ce que t'expliquais, une fois je t'ai entendu parler, et t'expliquais que l'astro, ça sert à comprendre ce qui se passait sur Terre aussi. Ouais, je pense que... En fait, fameux pique-nique à l'observatoire. C'est ça, mais je pense que... Non, mais c'est ça, je pense que l'astronomie, c'est... En fait, quelque part, c'est fait pour répondre à des questions fondamentales sur qui sommes-nous, d'où on vient, etc. C'est quand même... et du coup, les questions bêtes de comment la vie est apparue, comment l'eau est apparue sur Terre, etc. Ça, c'est de l'astronomie, c'est de la planétologie, c'est dans un tout, en fait, et donc tu as besoin de savoir tout ça, quoi. Et c'est passionnant en plus. Ouais, et puis je pense que le public, évidemment, ça les fait rêver, mais je pense que ça, ça fait réfléchir aussi un peu. Ouais, et puis c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que il faut oublier ce côté, je sais pas, de temps en temps, l'astronomie, quand on parle d'astronomie, ça fait un peu peur, il y a un côté un peu, oulala, ça... Alors il y a des gens qui ont peur de l'univers, etc. Mais il y a des gens qui pensent que c'est trop compliqué, etc. Et en fait, l'astronomie commence juste à pas regarder la Lune, en fait. Moi, j'en fais partie de ces personnes. Tu vois, je suis une biologiste. Pour moi, l'astrophysique, c'était physique déjà. Donc, le mot physique me fait peur. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à aller à des présentations en mode vulgarisation scientifique, etc. Mais en fait, c'est juste complètement fou. Et dès que tu comprends un petit peu et que c'est bien expliqué, ça fait super rêver, et tu vois, je suis mi-bio, mi-astro dans ma tête maintenant, tellement ça vend du rêve, un peu grâce à toi d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est... Mais je pense que ça c'est important, et je pense que l'astro, par rapport peut-être à d'autres sciences, il y a moyen de créer une émotion très rapidement pour les gens, en fait. L'astro, je pense que c'est... Or, l'astro, en fait, c'est juste l'émerveillement vis-à-vis du ciel. Et c'est quelque chose qui est ancré en nous depuis des millénaires. Et on est en train de perdre, par exemple, ce ciel, en fait, l'attachement au ciel et le lien qu'on a au ciel, on est en train de le perdre quelque part avec la pollution lumineuse, avec tout ça, on est en train de le perdre. Et on regarde pas aussi. On regarde pas. C'est tout bête, mais on regarde pas. Et tu vois, je pense qu'une des soirées les plus émouvantes que j'ai vécues, c'était avec toi. Notamment quand on a fait On the Moon Again. Donc je mettrai les liens pour ça, mais On the Moon Again, l'idée c'était de sortir des télescopes pendant 2 soirs et de proposer aux gens qui passent dans la rue de regarder. Et c'est vrai que de voir la réaction des gens qui se baladaient sur les quais de Seine, qui n'avaient pas du tout prévu de regarder la Lune, et de voir comme ils ressortaient de là, limite changés en fait. Enfin, ils avaient vécu un truc de fou, ils l'avaient pas du tout prévu, et c'était super émouvant. Et je sais que j'ai passé un bout de la soirée à regarder, juste assise sur le trottoir, à regarder les gens regarder la Lune. Et c'était fantastique de les voir découvrir ça. La plupart du temps, c'était des gens qui n'avaient jamais regardé dans un télescope et qui découvraient ça, et c'était juste génial, quoi. Mais je pense que c'est ça aussi notre boulot, en fait, c'est quelque part de réussir à attiser l'émerveillement de ceux qui n'ont jamais eu la chance d'arriver. En fait, quelque part, il y a énormément de choses qui sont faites sur, je sais pas, à la télé, sur les réseaux sociaux, pour les gens qui sont déjà intéressés, en fait. Et en fait, si tu crées pas l'opportunité et de donner la chance de croiser à un moment donné et de dire « Ah, ça, c'est possible », en fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire, en fait, de manière générale. L'éducation, elle passe par là, et il y a beaucoup de hasard, quand même. Il y a beaucoup de hasard. D'ailleurs, on voit dans tes histoires qu'il y a énormément de hasard, et c'est généralement des hasards heureux, d'ailleurs. Ouais, mais je pense que d'une manière générale, en fait, il faut... moi, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, il faut
il faut oser, c'est-à-dire Ouais. que ça c'est un truc ultra important, c'est d'y aller quoi. Même forcément il y a des choses, voilà, François Colas dirait c'est un plan mou en fait, un plan mou c'est un plan mou. Ouais, un plan mou, voilà. François Colas c'est le roi du plan mou en fait. C'est un truc que tu prévois mais qui ne se passe jamais de la façon dont tu le prévois. Mais ça Et s'appelle donc, la vie, ça, non? ouais, mais après, tu peux vivre et pas forcément te lancer dans un plan mou. En fait, là, l'idée, c'est de te lancer, d'organiser un truc qui est un peu fou, et puis finalement, ça va pas se passer comme tu le passes, mais ça va être largement mieux et tu vas avoir plein d'histoires. Et donc, la vie, bah ouais, mais en fait, pour la vivre, il faut lancer des trucs comme ça, quoi. Et en fait, je pense que bah voilà, c'est vivre ses rêves, c'est se lancer dans des trucs, de dire c'est possible, ça ressemblera pas du tout peut-être à ce que tu imaginais, mais ça, je trouve, ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux. Et donc ça c'est un truc quand même funky dans la recherche, parce que t'as les moyens et t'as le temps de te lancer dans des aventures comme ça. Moi, pour rien au monde, je changerais de boulot, parce qu'en fait, j'ai cette liberté d'action. Ouais, tu te vois pas du tout, c'est ça que si tu te vois pas du tout autre chose que ça. Non, parce que c'est quelque chose que tu as vu, de toute façon, c'était depuis le collège. En fait, le truc, c'est que, tu vois, en étant enseignant-chercheur, bah, voilà, il y a le côté enseignement, contact, etc. Mais à côté de ça, de la recherche, à côté de ça, je suis libre, voilà, et tu vois, on est en train de développer des projets de développement en Afrique, de création d'observatoires à Madagascar, etc. Mais tout ça, c'est relié avec le projet de recherche, et en fait, il suffit juste et c'est vrai que la thématique, l'astronomie, la géologie est bien pour ça, parce que tu peux créer voilà, des projets un peu dingues un peu partout dans le monde, et ça c'est vraiment motivant, quoi. C'est hyper motivant. Et c'est super sympa, je vois tous les programmes que tu développes, c'est vraiment génial, notamment tous les programmes en Afrique. Je trouve que c'est important. Ouais, bah c'est pareil, l'Afrique, en fait, il y a énormément de choses, voilà, un continent où tout est à faire au niveau de l'astronomie, en fait. Donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que on est sur Terre où finalement on est quoi, 7 milliards d'individus, et il y a peut-être, je sais pas moi, à peine 1 milliard de personnes qui savent ce que c'est la planète Terre. Et quand tu voyages, moi j'ai le souvenir justement encore au Tadjikistan, on était lors d'une éclipse totale de soleil, on était en plein Pamir dans un village, on avait installé le télescope pour partager ça avec les villageois. Et puis les gens, ils venaient voir, etc. Bon, ils observaient, etc. Mais sans vraiment comprendre ce que c'était. On était avec notre pauvre Perse en essayant d'expliquer avec notre langage ce que c'était. Mais voilà, et on distribuait des lunettes, etc. Et puis à un moment donné, on a vu 2 nanas arriver, habillées vraiment occidentales, etc. Parler super bien anglais, portable, etc. On se dit, ok, on va pouvoir vraiment parler. Et puis on a commencé à leur parler bien et tout. Et puis là, elles nous ont regardés, et puis elles sont parties en courant en nous traitant de sorciers, parce que pour eux, c'était impossible que eh bien, la Lune passe devant le Soleil. C'était des choses inimaginables. En fait, voilà, je me rappelle avec les gamins, là-bas, on leur montrait ce que c'était la planète Terre. Mais nous, ça nous semble normal aujourd'hui, mais en fait, dès que tu voyages dans le monde, en fait, bah, la vision, la Terre, etc., tu sais pas ce que c'est, quoi. Donc tout est à faire, en fait, sur Terre. C'est beau comme... Bah, il y a de quoi faire. Ouais. C'est beau, c'est malheureusement pas le mot de la fin, j'aurais presque voulu, parce que c'est tout à faire sur Terre. Non, mais ce que je me demande, c'est... Alors ok, beaucoup de recherches, pas mal de voyages de terrain. Est-ce que t'as des hobbies à côté? Je sais que t'en as un, plutôt gros. J'ai fait de la harpe. J'ai fait de la harpe. Alors comment tu t'y es mis? Parce que c'est pas un instrument très très. C'est rigolo parce que je suis issu d'une famille de musiciens en fait. Mais mon père était directeur de conservatoire de musique et ma mère prof de musique en collège. Et puis du coup, quand j'avais 5 ans, il y a eu une prof de harpe qui a débarqué dans mon école maternelle habillée en blanc. Moi, j'ai vraiment une vision, tu vois, un ange qui est arrivé avec ça. C'est un peu un ange qui est arrivé. Et puis du coup, à 6 ans, j'ai dit, mon père m'a dit, tu veux faire de la musique? J'ai dit, ouais, je veux faire de la harpe. Et donc voilà, donc ça m'a permis d'être entouré de filles. Faut le dire, il y avait que des filles dans le cours de harpe, j'étais le seul mec, hein, mais c'était pas désagréable, mais du coup voilà, je me suis mis à la harpe, et puis en fait à l'âge de 14 ans quand même, au bout d'un moment ça m'a pris tellement de temps que j'ai dit à mes parents, je suis allé voir, je leur ai dit au lieu de faire 2 heures de harpe, je vais faire 2 heures d'astronomie. Et donc du coup ils ont été un peu surpris. Et puis voilà, ça a été passé comme ça, mais en fait ce qui est cool c'est que j'ai eu cette éducation musicale, et du coup j'ai encore ma harpe. C'est ce que j'avais demandé, t'as toujours ta harpe, t'en joues encore? Ça m'arrive de jouer un petit peu. T'as pas trop perdu?
Bah, j'ai perdu un petit peu. Après, en fait, comme tout, ça demande du travail. Donc, en fait, voilà, ça m'est arrivé de rejouer quelques morceaux, etc. J'ai joué au mariage de mon frère, avec mon frère qui faisait de la flûte. C'était très beau. La flûte traversière flûte traversière, ouais. Donc, c'est de la flûte à bec. Avec des parents. Ma mère était la reine du pipeau. Hein. C'est vrai que la reine du pipeau. J'avais 2 ans de cours avec ma mère en collège. C'était assez marrant. Mais du coup, voilà, donc non, c'est cool ce mélange. Mais là, ça revient à mélanger aussi art et science, en fait. C'est-à-dire que la musique et l'astro, c'est totalement connecté, en fait. Donc on est... en fait, que les arts et les sciences permettent vraiment, enfin pour moi c'est ce qui caractérise l'humanité en fait. Donc en fait faire de la musique et de l'astronomie pour moi c'est... Faut faire les deux en même temps. Ouais, il y a un vrai lien et j'ai beaucoup d'amis musiciens. Là cet été j'ai fait un truc, moi c'est un truc que je referais, c'était on a fait... C'était à Florence à tous les coups. Alors c'était pas à Florence, c'était dans les Pyrénées, mais du coup on a fait à l'entrée dont on était dehors, à l'entrée on a donné des petits papiers aux gens et il fallait qu'ils écrivent un mot en rapport avec l'astronomie. On a mis tout ça dans un grand chapeau et j'étais avec un jeune pianiste, Kim Bernard, qui est absolument incroyable, qui a 19 ans, 20 ans, qui est ultra fort en impro, et du coup on tirait un papier et moi je parlais sur le sujet et lui improvisait sur le mot en fait. Et donc du coup ça a donné une conférence improvisée. C'est ça, c'était vraiment musicale, conférence improvisée, improvisation cosmique on l'a appelé, tu vois. Et c'est vrai que c'était ça, on était sous les étoiles, voilà, on parlait 3 minutes sur un sujet, lui parlait avec son piano. Et ça a donné une super conf, quoi. C'était chouette. Et comme quoi, voilà, c'était ce qu'il fallait. Et ça c'est musique et astronomie dans n'importe quel lieu, c'est un truc qui est facile à faire, quoi. Oui, mais on a déjà fait une soirée violon astronomie, c'était pas mal du tout, effectivement. On est bien. Il faut juste être bien quand on regarde les étoiles, en fait. Il faut juste être bien quand on regarde les étoiles. Et ben là, par contre, ça va être, je pense, le mot de la fin. Merci d'avoir été le premier invité pour ce podcast Sous la blouse. J'espère que tu as passé un bon moment. Eh ben, très bien, merci Elodie. C'était pas trop traumatisant? Non, c'était très bien. Va voilà, je suis... Okay. Ça va. Merci. Un grand merci à toi. Merci Elodie. À bientôt. À bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse. Et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.